Ce matin, nous aurons 3 intervenants qui vont nous donner leurs perspectives, l'une venant du ministère de l'Industrie, excusez-moi, du ministère de l'Énergie, où nous aurons Aurélien Louis. Ensuite, nous écouterons Delphine Pellegrini de l'IRSN, cette organisation de soutien technique. Et nous, de troisième part, Jean-Claude Delalonde, de l'association des comités locaux d'information, l'ANCLI, qui a été formée en 2005. Aurélien Louis est chef du département de l'énergie nucléaire à l'intérieur du ministère français de l'énergie, et il est en charge également de l'implémentation à l'ANDRA de la gestion des déchets radioactifs et la définition l'attribution des finances pour les projets du bureau. Et également pour la CEA, le CEA et l'IRSN. Très bien, alors merci beaucoup Yann. J'ai préparé des diapositives pour vous donner un aperçu de ce qu'on a fait en 2019 en ce qui concerne le débat public pour la gestion des déchets. Je ne sais pas si vous pouvez voir mes diapositives. Moi-même, je ne les vois pas, mais je suppose qu'elles devraient apparaître à l'écran rapidement. Donc, pour commencer, et pour ajouter à la présentation de Yann, j'aimerais expliquer pourquoi je parle de ce sujet et de quel point de vue. Naturellement, le ministère de l'Énergie, ou pour la transition écologique, était également responsable de faire de créer le programme national de gestion des déchets, comme requis par la directive 2011. Et le débat public que nous avons eu en 2019 était pour aborder l'édition suivante de ce programme. Donc, nous sommes étroitement liés à l'organisation et la participation de ces débats publics. Sur la diapositive suivante, est-ce que la France est engagée dans un débat public sur la gestion des déchets radioactifs en 2019? Eh bien, comme je l'ai dit, et comme vous le savez tous, je suppose, en accord avec la directive RAD-Ouest de 2011, la France, comme tout État membre, publie régulièrement son programme national. On l'appelle le PNGMDR, a French acronym. When I say PNGMDR, I mean the national program. Nous publions tous les 3 ans ce programme national. Voici la copie du programme 2016-2018 sur la diapositive. Et ce qui était très spécifique sur l'édition que nous sommes en train de préparer, sont donc l'édition qui viendront après, c'est que en 2016, en France, les plans, les programmes établis par les autorités publiques, par l'État, et qui pourraient avoir un impact sur l'environnement, peuvent être soumis à une participation préliminaire du public pour l'élaboration des planifications et des programmes. Pourrait, je dis, parce que ça pourrait aussi ne pas être le cas. Et donc, votre question sera, qui est-ce qui va décider? Eh bien, en France, nous avons une commission indépendante que l'on appelle la Commission nationale du débat public, c'est CNDP in French, and this Public Debate Commission. Et cette commission regarde qu'est-ce qui est nécessaire, étant donné le contenu, la nature du programme, l'état du débat public, et
Elle décide également, cette commission, la façon dont on doit mener les débats et une des options, l'option maximale, c'est d'avoir un débat public, auquel cas, c'est sous la direction d'une commission indépendante spéciale. Donc, c'est un débat public qui n'est pas sous la responsabilité des autorités ou de l'administration chargée du programme, mais c'est un débat public mené par une entité qui est totalement indépendante et qui a tous les pouvoirs de décider du sujet et des points abordés dans ce débat. Aussi, nous en avons informé le CNDP, cette commission du débat public, la CNDP, on leur a demandé de faire une nouvelle édition du programme national. Et voici l'agenda, le calendrier du débat public et ce qui l'a précédé et ce qui s'est ensuivi et l'état où nous en sommes actuellement. Je voudrais que vous voyez que ça a pris longtemps de préparer le débat, mener le débat, avoir ce débat et ensuite se retrouver dans la situation spéciale actuelle qui est faire les premiers jets du plan, du PNGDR, du plan national, avec la participation du public. On n'écrit pas le PNG-MDR, ce programme national seul. On doit consulter le public lors des premiers jets, lors de la préparation. Nous avons commencé en février 2018 et le CNDP a décidé en avril-mai d'organiser un débat public qui a pris 1 an pour être organisé pour des raisons pratiques. C'était difficile à organiser, il y avait beaucoup de choses à faire. Ce n'était que le second plan produit par ce processus en France, le premier étant une stratégie pour l'énergie et le climat. De plus, il y avait des politiques internes. Vous pouvez vous souvenir qu'à cette époque, nous avions le problème des gilets jaunes et le président de la République a décidé d'organiser des débats nationaux à cette période. Donc, on a dû repousser nos débats publics sur la gestion des déchets. Pendant 6 mois, nous avons mené ces débats publics d'avril à septembre 2019 et en février 2020, fort de ce qui avait été discuté en public, le ministère et des autorités responsables du PNG-MDR ont publié leur opinion sur la façon dont le PNG-MDR serait rédigé, quel pourrait en être le contenu. Donc, ce sont des vues générales et désormais, nous sommes en train de rédiger ce PNG-MDR, ce programme national, avec la participation du public. Donc, nous avons encore des réunions publiques lors de la rédaction. Pour mentionner que ces débats publics, je voudrais mentionner qu'il y a eu plusieurs... nous avons été irrigués par plusieurs sources. En interne, nous avons fourni nos propositions préliminaires, naturellement, sur les questions importantes décidées par le PNG-MDR, mais il y a eu beaucoup de documentation indépendante. Un exemple, simplement, et je pense que Einstein va nous en donner d'autres, parce qu'il y a eu des expertises indépendantes publiées par le CNDP. Mais pour en donner un simple exemple, la commission spéciale a décidé de mener un exercice pour clarifier les controverses techniques. Un exercice dans lequel ils ont mis dans la même pièce les producteurs de déchets, les ONG, etc. Et ils ont discuté des questions techniques pour produire des documents qui affirment la situation technique par écrit, aussi clairement que possible. Je vous donne aussi quelques chiffres sur ce débat public en termes de volume, parce qu'il y avait beaucoup de documents, beaucoup de visites des sites web, beaucoup de couvertures de presse et de réunions physiques en présentiel dans la France. Nous pensons qu'il y a une bonne participation, plus de 3400 participants,
à ces meetings publics. Beaucoup de documents, d'opinions, de questions ont été publiés sur le site web. Et je dis que juste pour ce simple fait, nous considérons que c'était un succès. On devrait s'en féliciter puisque dans le passé, nous avons eu d'autres débats qui n'ont pas pu avoir lieu parce que les positions étaient trop... il y avait trop d'antagonisme, disons. Il n'y avait pas de possibilité de discuter. Et ici, dans notre cas, tout n'était pas parfait, mais néanmoins, nous avons pu faire ces réunions et mener ces discussions. Sur la diapositive suivante, voici certaines des conclusions et des leçons que nous avons retirées de cet exercice. Il y avait beaucoup d'attentes du public, avons-nous trouvé, sur la gouvernance stratégique du plan de gestion des déchets radioactifs. Et il fallait donc renforcer ce plan pour prendre en compte et mieux prendre en compte l'impact local d'un plan national stratégique. Donc d'abord le besoin de clarifier la vue sur qui décide et quelles choses sont décidées et comment est-ce que les gens sont impliqués dans la décision et comment on fait la connexion entre la décision nationale et l'impact local. Beaucoup de questions sur les perspectives d'utilisation de certains matériaux radioactifs comme le plutonium, l'uranium déplété, l'uranium appauvri. Comme vous le savez, en France, ils ne sont pas considérés comme des déchets puisqu'ils peuvent être utilisés dans le futur, mais beaucoup de gens ont remis en question ces utilisations et ont dit OK, il faut voir si ça ne devrait pas être traité comme du déchet. Néanmoins, il y a eu une forte... beaucoup de nos débats ont été consacrés sur les déchets à très basse activité. On a proposé des changements dans les réglementations afin qu'on puisse en recycler un peu, ce qu'on ne fait pas du tout en ce moment en France sur ces matériaux à très faible activité. Ça a été discuté. Il y a eu beaucoup de questions sur les déchets à haute activité, naturellement, et l'implémentation du CGO pour l'élimination, la question de la réversibilité, mais également beaucoup de questions sur, comment dire, les solutions alternatives au-delà de CGO pour gérer les déchets à haute activité. Et enfin, un besoin a été clairement révélé, prendre en compte les problèmes transversaux, le transport, la santé, l'économie et l'impact local, comme je l'ai déjà dit, sur la gestion de ces déchets. Je suis prêt désormais à répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Cela nous donne un très bon départ et je suis très curieux de ce que Delphine va désormais nous dire. Delphine Pellegrini gère le département pour les déchets radioactifs et elle travaille à l'IRSN, qui est l'organisation de soutien technique en France. Le système de réglementation nucléaire en France est construit autour d'un régulateur indépendant, l'ASN, qui peut demander des expertises techniques en interne ou en externe. Et ces organisations techniques doivent être indépendantes dans leur conseil. Delphine, quel est votre point de vue sur ce débat? Alors, pour la France, la table ronde était centralisée sur les débats publics récents, donc c'est de ces débats que je vais parler. Après l'intervention de M. Aurélien Louis, qui nous a donné beaucoup de chiffres sur ce débat public, donc ma présentation comprendra 4 parties.
D'abord l'IRSN, qui est nous sommes. Ensuite, le débat public, je vais passer dessus rapidement puisque beaucoup d'informations viennent d'être données. Puis, j'essaierai de vous dire ce que nous avons fait au sein de ce débat public et quelles en sont les leçons de notre point de vue. L'IRSN, comme l'a dit Yohan, est l'expert public français sur tous les risques nucléaires et radiologiques. On est un TSO, Technical Support Organization, une organisation de support technique pour la société civile. Et nous avons 1800 employés. 3/4 d'entre eux sont des chercheurs, des ingénieurs, des docteurs, des managers en sécurité nucléaire, en protection des populations, de l'environnement, ainsi que des spécialistes des urgences nucléaires et radiologiques. En France, il y a des évaluations séparées d'une décision. L'expert est distinct des autorités. Le ministère de la transition écologique. Et une des singularités de cela, c'est que nous, à l'IRSN, nous faisons les expertises et les programmes de recherche à l'intérieur de l'IRSN. Donc, il y a une synergie dans les deux directions. Ce qui veut dire que de la recherche à l'expertise et de l'expertise vers la recherche. Donc, une autre singularité, c'est que notre forte culture d'ouverture à la société civile, l'expertise technique soutient les autorités, mais aussi la société civile, avec des acteurs tels que la science collaborative des citoyens. Et nous sommes impliqués dans les débats et nous développons de nouveaux modes d'interaction et de dialogue. Et maintenant, je vais économiser mon temps pour la discussion, puisque nous avons déjà parlé de ceci, et je vais vous parler de la participation de l'IRSN. Alors, du point de vue scientifique et technique, c'était d'informer et de disséminer notre expertise. La propager, nous avons contribué à la clarification des controverses, cette approche de clarification des controverses, comme mentionné par M. Aurélien Louis. Avant les meetings, donc ces clarifications ont eu lieu, on nous a demandé par le président de la CNDP, la commission pour le débat public, il nous a demandé un inventaire au niveau international de toute la recherche menée sur les alternatives à l'élimination par enfouissement géologique. Donc, cette expertise et cette bibliographie, cette revue bibliographique est également disponible en anglais sur le site de l'IRSN. Une autre expertise et d'autres rapports ont été faits spécifiquement pour ce débat public et concernaient le stockage sec des résidus usés, des combustibles usés. Nous avons participé à 22 événements publics organisés par la commission spéciale. Et dans ces événements, nous avons fait 7 présentations sur des questions techniques et nous avons été très impliqués dans ce qu'on appelle les succession workshops, des groupes de travail de succession. C'était des étudiants en sciences sociales et en sciences techniques. Et pendant un week-end, ces étudiants ont été impliqués dans une réflexion sur la gestion des déchets radioactifs. Après ce week-end, nous avons mis en route des jeux sérieux développés par le réseau CITEX. Je pense qu'on en parlera cet après-midi. Et donc, ces jeux sérieux ont été utilisés pour améliorer la discussion, l'interaction entre les différentes parties prenantes sur des sujets et des soucis, des inquiétudes
concernant la gestion des déchets. Par exemple, la gestion des déchets de haute activité. Ou un autre exemple, pour les déchets de très basse activité. Nous avons également produit 6 podcasts sur tout type de thématiques, des débats. La participation à ces débats représente 40 personnes de 10 départements de l'IRSN. Sur la diapositive suivante, nous allons parler des leçons que nous en avons tirées. Alors, la plus importante, c'est créer un mécanisme de débat, faire un processus de clarification des controverses et réussir nos groupes de travail, nos workshops. Alors, après avoir clarifié ces controverses, ça nous a permis d'exprimer le pluralisme des participants avec des arguments formels sur certains des sujets discutés. Et les groupes de travail de succession ont ouvert le débat et ont amené l'expression au-delà des acteurs déjà impliqués sur la thématique. Ce qui a montré que généralement, ça a montré que ça pouvait s'ouvrir à une audience beaucoup plus large. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de valeur si on amène des gens plus jeunes ou toutes les personnes dans cette discussion. Ces outils originaux ont amené beaucoup de valeur au débat pour montrer les accords et les différences. Ce n'est pas la même chose que dans un meeting traditionnel. On peut changer la forme de ce débat grâce à cette forme d'expression innovante. Le premier élément, le premier retour important, c'est l'utilité des expérimentations avec des nouveaux débats et des nouveaux mécanismes de dialogue pour bien mobiliser toutes les parties prenantes et tous les points de vue. Le deuxième élément de ce retour d'expérience, c'est d'enregistrer, l'utiliser, toute l'information disponible pour le public. Cette information existante est disponible. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mettre en place les conditions pour proposer de nouvelles informations pour ceux qui le souhaitent. Et comme le disait Johan hier, avec les conclusions du rapport Bepper, comment s'ouvrir et comment démystifier et comment démocratiser tous les sujets qui nous arrivent. L'inquiétude principale en ce qui concerne les thématiques, c'est le problème des déchets de très, très basse activité était vraiment une importante thématique dans ce débat et également de notre point de vue. Mais il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes sur les impacts environnementaux, sur le changement climatique et sur les alternatives. Donc, on parle à très long terme sur la façon dont on gère les déchets. Et en conclusion, j'aimerais dire qu'il y a vraiment besoin de créer des agora pour ces dialogues. C'est ce que je pense. Et avec cette possibilité d'étendre toutes les parties prenantes pour qu'on sache quels sont les accords, les désaccords, et qu'on investigue cela tous ensemble, au niveau national, mais également au niveau des territoires. C'est très important, clairement, d'avoir cette discussion au niveau local, dans les territoires. Voilà, c'était principalement ce que je voulais dire. Et c'était les leçons que nous avons apprises de ce débat. Merci. Thank you very, very much for this overview from the TSO's position. And there are some questions. Pour cette intervention, il y aura des questions auxquelles nous répondrons après notre troisième intervention concernant la situation en France depuis les 3 dernières années. Et Jean-Claude Delalonde, qui a, tout au long de sa carrière, servi
en tant que maire et également participant dans plusieurs instances de gouvernance et également dans le domaine de la santé. Depuis quelques années, depuis 15 ans maintenant, il est président de l'association nationale de commission locale d'information et qui a été créée en 2005 et Jean-Claude a été le président de cette association qui regroupe toutes ces instances locales. L'ANCLI que je représente et que je préside est membre fondateur de NTW et je suis ravi de voir que les travaux sont relancés grâce à l'intervention de l'Union européenne et j'espère qu'ils se poursuivront parce que c'est très important, me semble-t-il, que nous puissions continuer à mutualiser nos informations, nos travaux sur l'espace européen, sur un sujet qui est clivant et où il est nécessaire de disposer de la bonne information et de pouvoir débattre sereinement. Donc, l'ANCLI a participé en tant que fédération nationale à ce débat public qui a été organisé, comme l'a dit Aurélien Louis, en 2019 en France, pendant environ 6 mois. Ce débat n'avait pas pour objet de tout traiter, mais il a ouvert un espace de dialogue où la diversité des points de vue a pu s'exprimer. Le contexte initial, s'agissant d'un domaine clivant qui est le secteur nucléaire, pouvait faire craindre à l'échec de la démarche entreprise. Mais il n'en a rien été, même s'il y a eu un peu de contestation à 3 reprises, à l'occasion de 3 réunions sur les 23 qui ont été organisées sur le territoire national. Slide suivant. Certes, le grand public n'était pas présent à ces débats, mais il était représenté par des personnes qui montraient une large diversité des publics concernés. Ce débat a montré un engagement territorial fort à la hauteur des attentes du public et de citoyens engagés. Il y avait bien sûr les exploitants qui étaient fortement représentés, les services de l'État toujours présents, l'autorité de sûreté nucléaire, l'IRSN, Delphine Pellegrini l'a signalé, beaucoup d'associations et d'experts non institutionnels très impliqués et mobilisés pour informer, pour sensibiliser et pour partager. Des attentes très précises ont été exprimées par les citoyens sur l'impact de ce débat dans les décisions futures. Aurélien Louis l'a signalé, le but était aussi d'espérer qu'après ce débat, l'État, le maître d'ouvrage du plan, tiendrait compte des positions exprimées. Le débat public pour nous, et cela a été aussi exprimé par de nombreux participants au débat, doit devenir un instrument d'action et d'influence sur les décisions que prendrait l'État à ce sujet. Donc pour nous, au niveau de l'ANCLI, le constat général que l'on peut faire, c'est qu'il a montré, ce débat, une population concernée, engagée et vigilante, très concernée par tout ce qui touche à son cadre de vie. Slide suivant. Très concerné par tout ce qui touche à son cadre de vie, qui souhaite donner son avis et contribuer aux choix qui seront effectués
et qui impacteront leur territoire. Une population, des participants en attente du poids effectif de leur implication dans le débat qui aura duré 6 mois. Ce débat a rappelé que cette population avait quand même souvent l'impression que la concertation avait pour intention de faire croire qu'on l'écoutait ou qu'on voulait orienter l'adhésion à des décisions déjà prises. Je peux donc faire personnellement un constat très positif de cette organisation mise en place pour la première fois en France au niveau de l'ensemble des territoires concernés par le nucléaire. Mais en ce début d'année, je dois l'avouer, je reste encore un peu dubitatif et sceptique sur l'avenir qui sera donné à cette organisation. J'aurai l'occasion prochainement d'en reparler avec Aurélien Louis sur des initiatives que peut prendre le ministère et qui peuvent venir contrarier tout cet élan de participation des publics, des associations à cette organisation pourtant très intéressante. Point suivant, slide suivant, pardon. Pour nous, le débat public doit ouvrir ce que j'appelle le champ des possibles. Il doit être transparent, ce débat. Il doit ouvrir le champ de l'alternative. Il doit donner le temps de co-construire la décision, car l'urgence d'une décision n'est pas une solution. La co-construction est pour nous indispensable si on veut garantir la crédibilité et la durabilité des solutions de gestion qui seront adoptées après par le responsable qui est l'État. Slide suivant. Il existe en fait une grande dissymétrie entre les débats qui sont organisés comme celui-là, mais qui restent, somme toute, très ponctuels, des dispositifs législatifs. En France, la loi a beaucoup prévu de choses depuis 2006, les lois de 2006, de 2015. Mais sur la participation et sur la consultation. Mais cela reste encore très limité, alors que la dimension de gestion des déchets radioactifs porte sur le long terme. Slide suivant. De ce fait, l'ANCLI voudrait formuler des recommandations. Slide suivant, s'il vous plaît. La gestion des déchets radioactifs reste en France identifiée comme un problème essentiellement national, ce qui tente à occulter la dimension locale de ce sujet et ne met pas en avant les compétences des communautés territoriales qui existent en France autour des centrales nucléaires notamment. Pour nous, plusieurs points sont donc indispensables et doivent être remplis si on veut vraiment assurer, après ce débat public, une réussite de la gouvernance des déchets radioactifs. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour nous, faire le pari de la co-construction de la gestion des déchets radioactifs, c'est faire le pari d'une gouvernance qui est à la mesure des enjeux. C'est d'obtenir un cadre de gouvernance sur le long terme qui est fixé préalablement aux choix techniques que l'État fera. C'est aussi une gouvernance qui s'appuie sur une expertise pluraliste pour éclairer et pour participer à la décision et non pas simplement un outil pour faciliter l'acceptabilité. Les participants au débat l'ont bien exprimé, les choix et les décisions ne doivent pas anticiper sur le résultat de la consultation et sur les processus de dialogue qui peuvent exister. C'est aussi pour nous
mettre en place une gouvernance permanente qui assure un continuum au fil des générations et des projets. Et comme l'indique le slide, la participation, la consultation, la gouvernance sont, à notre sens, un trio qui est indispensable à la réussite d'une politique de gestion des déchets radioactifs. Une participation citoyenne, une participation vigilante et co-construite avec un objectif de durabilité dans les choix et les décisions qui seront prises pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Slide suivant. La gouvernance de ce plan ne peut donc pas rester seulement nationale. Aurélien Louis l'a indiqué dans son intervention. Il est absolument nécessaire pour nous de mettre en place aussi une gouvernance locale au service d'une politique nationale. Pourquoi? Eh bien, pour permettre un engagement actif de tous les acteurs de la société civile dans l'élaboration des réflexions et des propositions, et ce, sur un temps long et sur un temps continu. Il faut donc s'appuyer indéniablement sur les associations au niveau local, sur les syndicats qui existent au niveau local, sur les représentants du monde économique autour des lieux de production des déchets nucléaires, des élus locaux et des citoyens ordinaires, volontaires pour participer à cette réflexion et qui sont le relais actif et autonome de l'ensemble des citoyens. Il faut aussi, en France, nous avons cette chance, il faut s'appuyer sur les CLI, les commissions locales d'information et de suivi des lieux de production de déchets. Ces CLI ont une mission et une expérience de premier ordre dans cette perspective. Mais pour nous, c'est aussi construire une mémoire citoyenne au niveau local, une mémoire au niveau des lieux de production des déchets, grâce aux acteurs locaux, encore une fois. La connaissance, la mémoire et l'exercice d'une vigilance territoriale contribuera à la qualité de la gestion des déchets radioactifs et à la compréhension des décisions prises et donc d'adhésion aux éventuels projets. La gestion des déchets est un processus de temps long et pour nous, il faut en faire un débat. Il faut faire de ce débat un instrument d'un suivi continu de processus de décision. Slide suivant. Depuis 2005, dans ce contexte de la loi française sur la transparence et l'information du citoyen sur le secteur du nucléaire, l'ANCLI que je préside préconise la création d'une commission nationale permanente et pluraliste de suivi de la gestion de ce plan national de matières et déchets radioactifs dont a parlé Aurélien Louis et qui, après ce débat, va se mettre en place et va être rédigé. Et cela, pour nous, cette commission doit être mise en place, c'est ce que nous inspirons de tous nos voeux, en vue des enjeux multicritères, au vu des enjeux multi-acteurs et dans l'esprit de la Convention d'Aarhus. Cette commission devrait être constituée de tous les acteurs nationaux, des représentants de la société civile concernés par la gestion des matières et des déchets radioactifs, et avec un objectif, c'est d'assurer une pérennité intergénérationnelle de cette instance de concertation nécessaire du fait même de la nature des matières et des déchets radioactifs. Alors, nous ne désespérons pas d'être entendus, d'être écoutés. Monsieur Louis est un interlocuteur privilégié de nos instances au niveau national. La CNDP elle-même, dans son rapport de clôture du débat, préconisait qu'elle espérait que les autorités gouvernementales sauraient entendre la demande de prise en compte effective de la parole du public. Et comme l'a dit Aurélien Louis, en février 2020, il y a bientôt presque un an, le ministère lui-même, je ne sais pas si c'est sous la plume d'Aurélien Louis, mais il écrivait lui-même
que cette écoute était réelle et que l'État mettrait en place un dispositif continu d'association du public à l'élaboration des décisions à prendre. Que demander de plus? Nous sommes néanmoins dans l'attente, parce que nous sommes très vigilants, de l'action concrète que le ministère mettra en place pour permettre aux citoyens et aux parties prenantes dont nous faisons partie de porter un regard positif, comme nous l'avons eu tout au long du débat, sur l'utilité des mécanismes participatifs. Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. C'est un processus long. Et dans ce cadre, je pense qu'en conclusion, j'espère que le ministère sera prudent, que dans les initiatives qu'il prend ou qu'il prendra, à l'instar d'une consultation qu'il vient de prendre il y a quelques jours à propos d'un des aspects de la gestion des déchets, les déchets de très faible activité, eh bien, que les décisions qu'il prendra pour mettre en œuvre les suites du plan ne mettront pas à mal les promesses et les engagements qui ont été pris et que j'ai juste à l'instant rappelés en février 2020. La situation aujourd'hui est très positive à la suite de ce débat, mais il ne faudrait pas que de mauvaises initiatives soient prises très près de ces décisions qui ont été données d'engagement vis-à-vis du public, car la situation risquerait d'être un peu explosive. Donc, je compte sur vous, Monsieur Louis, pour que tous les aspects positifs que l'ANCLI a ressentis dans l'organisation de ce débat et de nos rencontres récentes se poursuivent dans l'intérêt commun que nous portons tous, celle de la sûreté du nucléaire en France. Merci de votre attention et je répondrai à vos questions bien volontiers. Pour ce point très compréhensif concernant le débat national en France, nous avons pas mal de questions. Il nous reste 10 à 15 minutes pour répondre à certaines de ces questions. Une question très courte pour Delphine. Rebecca dit qu'elle n'a pas eu tous les noms des personnes. Alors, c'est peut-être pas visible pour tout le monde. Nous sommes environ 1770 employés qui travaillent dans votre organisation. Il y avait une question de Frédéric de l'instance régulatoire réglementaire belge. Il dit c'est très positif d'avoir un débat avec une commission indépendante, mais ceci est advenu très tard au cours de ce processus. Il se demande pourquoi cela n'a pas eu lieu plus tôt. Par exemple, lorsque vous étiez en train de choisir le site, dans le choix d'un site, l'interprète, désolé, n'a pas entendu le nom du site. Alors, pourquoi il n'y a pas un débat plus large à ce sujet? Aurélien, est-ce que vous pourriez commenter? Et peut-être Jean-Claude après. Oui, c'est une question tout à fait légitime. Ce que je devrais dire clairement, c'est le débat que nous avions eu en 2018 était le premier débat et qui traitait toute la question de la gestion des déchets de toute catégorie. Mais nous avions eu des débats publics et nationaux auparavant sur la gestion des déchets haute activité. Deux débats en 2005 qui traitaient plutôt, s'agissait plutôt des différentes options, différentes possibilités pour gérer ces déchets, le transport,
et l'enfouissement géologique. Nous avons eu ce premier débat et cela a suivi 10 à 15 ans de recherche dans les différents domaines. Nous avons un deuxième débat en 2013 là, il s'agissait d'un projet CGE. Après 2005, nous avons conclu que nous voulions continuer avec l'option des projets géologiques, donc le stockage. Et en 2013, nous avons eu un deuxième débat où il s'agissait de comment mettre en œuvre ce stockage géologique. Et nous avons eu des débats sur les déchets à haute activité. Alors, il faudrait dire par rapport à cette question, il est vrai que nous n'avions pas eu de débat sur le choix du site. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les années 80, il y avait différentes possibilités. Ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien déroulé. Et au début des années 90, nous avions décidé de démarrer des études. Et c'est pour ça nous avions un laboratoire donc en Meuse-Haute-Marne qui a été établi. Lorsque nous avons démarré ce projet, tout naturellement, il fallait choisir le site pour le stockage et il y avait aussi la question de l'acceptabilité sociale. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, il paraissait qu'il n'y avait pas eu de débat au sujet du choix de site. C'était la perception. Et je comprends bien que cela reste une question ouverte pour beaucoup de personnes. Et c'est une question qui demeure pour d'autres projets. Et c'est quelque chose qui est ressorti pendant le débat de 2019. Les gens ont dit, bon, très bien, mais maintenant, dites-nous comment vous allez articuler les choix, décisions suite à ces débats. Par exemple, les lieux de stockage de ce site et le fait de décider d'un stockage dans des sites, mais aussi comment choisir les sites, que ce soit au nord ou dans différentes parties du territoire. Et c'est une question que nous devons traiter dans le choix des sites à l'avenir. Alors, beaucoup de questions affluent, mais j'aimerais une réaction de la part de Jean-Claude à ce propos. Je partage le point de vue d'Aurélien Louis. Personnellement, ça fait 30 années que, non pas à titre individuel, mais au nom de ceux que je représente, nous militons pour l'ouverture de ces débats publics. Aurélien l'a signalé, il y en a eu en 2005, il y en a eu en 2013. Ce que nous déplorons au niveau de l'instance que je représente et au niveau des CLI, c'est qu'effectivement, on ne tienne pas suffisamment compte de ce qui est dit au niveau local. On peut penser d'un point de vue extérieur que rien n'est fait en France. Je pense que beaucoup de choses sont faites, énormément de choses sont faites. Les commissions locales d'information qui existent en France, je ne pense pas qu'il en existe beaucoup dans le monde, ni même en Europe, auprès de chaque centrale nucléaire, auprès de chaque centre de production de déchets radioactifs. Ce sont des instances où on se retrouve autour de la table, où on peut s'exprimer. Il y a des personnes que je qualifie certes d'antinucléaires, de pro-nucléaires, mais on peut débattre, on débat en permanence. L'instance que je représente est constituée de 4 collèges, à part égale, des élus politiques, pas plus de représentants d'élus politiques que de représentants des syndicats qui travaillent dans les centrales nucléaires, pas plus que de représentants de la société civile et des ONG, souvent antinucléaires, qui siègent, et aussi de personnes qualifiées d'experts auxquels on fait appel pour débattre ensemble. Ces lieux existent. Le problème, c'est, je l'ai vu dans une des questions qui est posée, c'est que notre rôle, c'est d'essayer d'obtenir de l'information, d'obtenir de la bonne information et de diffuser cette information auprès du grand public. Mais c'est quoi le grand public? Le grand public, c'est le citoyen. Mais comment peut-on toucher les 67 millions de Français sur un sujet aussi délicat si on n'a pas ce que nous appelons les tiers de confiance sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour apporter la bonne parole ou formuler des exigences? C'est tout le travail que nous faisons.
Et c'est vrai que c'est long, c'est très long, c'est trop long. Mais ce qui s'est passé au travers de ce débat public en 2019 a montré qu'on pouvait le faire. Mon inquiétude que j'ai exprimée à la fin auprès d'Aurélien Louis, et j'ai vu que c'était une des questions posées par Anita Villers, c'est que nous craignons que le débat a eu lieu et que l'on reste sur le passé. Bon, on a écouté, on a entendu, mais maintenant on fait ce qu'on veut. Ça n'est pas possible. Et la crainte que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est que sur l'une des composantes de la gestion des déchets, de très faible activité, le ministère vient de lancer une consultation sur un texte qui va aller vers une dérogation probable de la valorisation des déchets de très faible activité. Et ceci, ça a été fait sans même prévenir les parties prenantes que nous représentons de l'initiative prise. Le risque est gros que ceux qui ont participé, comme moi, qui ont cru effectivement aux bonnes volontés, qui ont cru en la parole de l'État, eh bien, ne soient encore une fois déçus. Mais dans le contexte général actuel, ce serait grave. Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de très franc. Je ne mets pas ma langue dans ma poche, comme on dit, mais je pense que tous les ingrédients qui ont été mis en place à l'occasion de ce débat permettent d'avoir bon espoir. Que l'on soit pour ou que l'on soit contre, c'est de débattre et de retenir les bonnes solutions, les bonnes propositions qui peuvent émaner de la population, des représentants de cette population au niveau local, pour que le national, l'État, prenne les bonnes décisions, ou plutôt les meilleures décisions possibles dans un secteur, dans un domaine qui est très clivant. C'est en cela que j'ai bon espoir. Mais c'est vrai, tout ne va pas bien, tout ne va pas aussi vite qu'on le souhaite, que je le souhaite, mais quand même beaucoup de choses se sont réalisées et qui sont très positives. Il faut le dire. C'est une question passionnante, bien entendu, mais il ne s'agit pas simplement de la question des informations, mais il s'agit aussi de ce qui est fait de ces informations. Et nous avons une question qui est la suivante. Quel sera le poids de l'issue des débats en matière de choix? Il y a des choix, il y a un choix qui a été fait pour un site, un mur. Et est-ce qu'il est possible que les débats qui ont eu lieu l'année dernière, est-ce que l'issue de ces débats va avoir un impact sur des choix qui ont été faits auparavant? Peut-être, Aurélien, vous pourriez nous donner votre point de vue. Et j'aimerais également avoir le point de vue de Jean-Claude après. Alors, je dirais, il faut être conscient de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons progressé dans ce débat public avec les parties prenantes. J'ai déjà parlé de l'historique de ces choix. Ces choix ont été faits et je ne pense pas qu'on puisse revenir là-dessus. Et je ne pense pas que ce soit vraiment le problème concernant cette décision. Le choix du site est en effet un problème, mais il y a beaucoup d'autres problèmes qu'il faut traiter. Alors, la question à l'heure actuelle, c'est de savoir comment nous nous assurons à l'avenir, pour les décisions à l'avenir, car nous devrons choisir à l'avenir site pour les déchets d'activité intermédiaire. Il y aura un autre dépôt de stockage pour des déchets intermédiaires. Il faudra prendre des décisions et pour les déchets. Donc, je dirais que c'est un problème qui est important pour les décisions futures. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait la connexion entre les décisions nationales, qui consiste à dire nous avons besoin d'une installation pour faire ceci, et le choix pratique de l'endroit. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur ce type de choix.
il y a l'acceptabilité locale, etc., etc. Donc, j'aimerais dire désormais que c'est un problème qu'on va devoir aborder pour l'avenir et c'est un problème important après ce débat public de 2019. Nous allons dépasser un peu sur notre planning, si vous l'acceptez. Nous passerons aux questions-réponses, mais Jean-Claude, quelle est votre opinion sur ce qui vient d'être dit? Je rejoins un peu ce que Aurélien vient de dire par rapport à ce problème. Je crois qu'il ne faut pas, c'est peut-être paradoxal, mais on est focalisé depuis quelques années sur la problématique, et c'est normal, de ce grand centre d'enfouissement des déchets en France, dans la Meuse, dans la Marne, autour de ce qu'on appelle Bure, Cigéo. Le débat national a mis en évidence une chose. C'est très paradoxal, mais c'est une réalité. On s'est rendu compte que pour enfouir des déchets éventuellement, ou pour les stocker, pourquoi pas, cela voulait dire que ces déchets existaient. Et ils existaient parce qu'ils étaient produits sur l'ensemble du territoire national en France. Et donc, on a mis en exergue auprès du public, le grand public, le fait que les déchets que l'on voulait mettre quelque part, ils étaient déjà chez eux. Ils étaient autour de chez eux et qu'il fallait s'en préoccuper aussi au niveau local. Et lorsque vous abordez cette question avec une réelle information sur le sujet, eh bien, le problème prend une toute autre tournure. On s'interroge sur effectivement la diversité de ces déchets, les très faibles activités, les moyennes activités, les hautes activités. Et le public, le grand public, y compris les parties prenantes, s'interroge d'une façon différente pour savoir s'il y a lieu de les laisser sur place, lesquels et comment, ou de les transporter ailleurs, et où, et comment les transporter, et comment les stocker. Et donc, le débat national prend toute son ampleur parce que le public s'y intéresse. Et c'est pourquoi le ministère, effectivement, ne pourra plus aujourd'hui faire l'impasse de ce débat que nous, on voulait sur le site de Cigéo il y a très longtemps, mais il y a quand même eu des choses qui se sont déroulées, parce que la préoccupation à la gestion des déchets est maintenant et nationale, mais surtout locale. Et les gens veulent comprendre. Ils veulent comprendre ce qui sera fait. Et s'il y a lieu de changer éventuellement certaines orientations que le gouvernement avec l'ANDRA veulent prendre, eh bien, je pense que le public appuiera pour que les choses changent s'il le faut. Mais il veut la bonne information. Thank you very much for your input there. I mean, I know Merci beaucoup pour votre remarque. Il y a eu pas mal de réactions sur le sujet. The earlier decisions were not really. Les décisions initiales n'étaient pas prises avec une large participation, d'après ces commentateurs. Et c'est ce qu'on voit aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne. Donc, ils ont dû recommencer leur processus en entier parce qu'il n'y avait pas eu assez de participation au début. Donc, c'était un reset, une reprise à zéro. Pareil pour le choix des sites. Donc, on pourra en rediscuter plus en profondeur avec nos panélistes sur la profondeur de la transparence. Également, quand est-ce qu'il y a besoin de repartir à zéro? J'aimerais aborder d'autres questions. L'un des problèmes qui a été mentionné par Sidi Parrott était que vous avez beaucoup de... Elle a dit, est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus sur les propos et le contexte
des tâches de l'IRSN en ce qui concerne la fourniture de revues techniques ou fournir des alternatives techniques. Donc les alternatives au dépôt en couche géologique profonde. Et comment est-ce que c'est perçu et reçu par l'ANDRA si vous leur faites des propositions d'alternatives au cours de ce procès? Delphine, est-ce que vous pourriez y réagir? Oui, ce projet a été créé par le propriétaire du projet afin de pouvoir intégrer des évolutions, les progrès techniques dans le futur, étant donné le calendrier de l'opération, et également pour savoir s'il y a des évolutions, par exemple, en ce qui concerne la réversibilité. C'est un des outils qui nous est nécessaire. La réversibilité, ça veut dire aussi qu'on peut également inverser certaines des décisions en ce qui concerne la gestion des déchets en couche géologique profonde. Et il y a la Commission nationale, la CNDP, a dit que sur cette base, elle aimerait avoir la possibilité d'évaluer la probabilité d'une telle possibilité, disons. En ce qui concerne la façon de gérer les déchets à haute activité à l'avenir. Et ils nous ont demandé de leur donner une opinion et un survol sur les options principales investiguées dans le monde entier pour la gestion des déchets de haute activité. Quelles sont les caractéristiques principales, la conception générale. Et c'est nous, mais aussi tous les autres pays, pas seulement nos dépôts. Et savoir ce que font les autres pays, est-ce qu'ils continuent à investiguer ces options, etc. C'est ce sur quoi se centre le rapport que nous ferons, pour savoir où on en est, quel est l'état de l'art mondialement sur les différentes options en cours d'investigation ou qui ont déjà été rapportées sur les combustibles usés. Voilà le contexte. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question pour vous. Eric Lafranc a noté qu'il y a toujours le problème que, historiquement, les experts parlent du haut vers le bas, vers les non-experts. Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière, durant tout ce processus, pour vous garantir pour vous assurer que la communication, allant d'un expert à un non-expert, n'était pas simplement une communication descendante? Et est-ce que vous avez réussi à éviter cet écueil? C'est ça la question centrale. Ça n'était pas notre décision, mais c'était une très bonne décision. Durant les événements publics, par exemple, la commission spéciale qui organisait le débat public a fait le choix suivant. Avoir disons, ressources pour ce meeting. Donc, on ne faisait pas partie du débat, mais on était sur le côté. Et des gens dans le public, les ONG, les non-institutionnels, les institutionnels pouvaient venir nous voir pour savoir si on avait quelque chose, si on avait un point qu'on pouvait éclairer, un point technique, etc. Donc, on était mis sur le côté, mais disponible. Ça, c'était un exemple. Un autre exemple, c'est les jeux sérieux. Un des joueurs, un étudiant, j'étais moi la facilitatrice, la modératrice autour de la table. Il y avait 5 joueurs autour de la table et l'un des joueurs m'a dit, peut-être que ça serait mieux si ce n'était pas un expert technique qui jouait le rôle de facilitateur. Parce qu'il me demandait beaucoup d'informations, d'explications, etc., et, tous ces joueurs. Et ça pouvait limiter l'échange entre eux, entre les 5. Donc, on a pris en considération que oui, c'est vrai, il ne faut pas qu'on soit facilitateur si on est expert technique, mais il faut qu'on soit présent dans la pièce.
s'il y a une considération technique qui bloque la discussion entre non-experts ou entre experts hors de l'institution. Beaucoup de questions à nouveau nous arrivent. J'aimerais en aborder deux avant notre pause. Le professeur Ergeland d'Allemagne était au meeting pour le débat sur Gravelines, un des sites nucléaires les plus importants en Europe de l'Ouest. C'est la plus grande centrale en Europe de l'Ouest. Et il a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le débat public, autour de ce débat public sur Gravelines, des controverses entre EDF et des actions de climate extension. Et paradoxalement, Greenpeace a été modéré et l'IRSN a pu exprimer sa position et il s'est demandé comment est-ce qu'on peut gérer la polarisation qui s'accroît dans le débat public. Et j'aimerais demander à Jean-Claude ce qu'il en pense. Oui, dans mon propos de tout à l'heure, j'ai, en complément de ce qu'a dit Aurélien, rappelé qu'il y avait eu un débat public sur 23 réunions. 23 réunions réparties sur tout le territoire national. Chacune de ces réunions ont regroupé entre 150 et 200 participants. Sur les 23 réunions, 3, les premières, ont donné lieu à une contestation extrême qui, sur l'île, n'a pas permis au débat de se tenir. C'était la première. Il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. Personne n'a pu s'exprimer. Même pas Greenpeace, même pas les ONG antinucléaires. Et il y en a eu deux autres, dont Gravelines. Et je suis issu de Gravelines. J'ai été pendant 13 ans le président de la commission locale de la centrale de Gravelines. À Gravelines, c'était la 3e réunion, je crois. Le débat a mis 3 quarts d'heure avant de démarrer. Mais après, il s'est tenu. Donc, l'interlocuteur qui dit qu'il y a eu polarisation, oui, parce qu'au début, l'expression était impossible de la part de ceux qui voulaient exprimer leur point de vue, qu'ils soient pour ou contre. Et au bout d'un moment, je ne pense pas que ce soit par lassitude, parce que je connaissais personnellement certains contestataires avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant 13 ans sur la CLI de Gravelines. L'expression étant faite, après, le débat a pu reprendre. Alors, on a perdu un peu de temps, mais il faut que l'expression se fasse, que l'on soit pour ou contre. L'important, c'est qu'après, on se respecte. On se respecte. Et je pense, comme cela a été dit, c'est notre ressenti au niveau national. Sur 23 rencontres, 3 ont posé un peu de problème, 20 se sont bien déroulées. Et le ressenti, même si tout n'est pas parfait, même si on a, et je suis le premier à dire, il faut continuer à être vigilant, il ne faut pas nous amuser et laisser croire qu'on nous écoute et qu'on prenne des décisions à côté. J'ai ce sentiment que les choses ont beaucoup évolué et de façon positive, mais restons ensemble vigilants. Now, this was a question where there was a Une general... question maintenant sur c'était une question sur la polarisation générale. Bien sûr, il y a eu 3 sur les 23 meetings qui étaient polarisés, mais il y a des gens qui disent qu'on peut avoir des polarisations sur des problèmes très spécifiques. En particulier, les déchets qui ont été traités d'une façon ou d'une autre et qui après vont être relargués dans l'environnement. Et 2 personnes ici, donc quel est le seuil avant relargage? Donc 2 personnes parlent de ces seuils ici. Ce sont des problèmes qui sont... Est-ce que ce sont des problèmes qui sont abordés dans ces meetings? Et comment est-ce qu'on peut... ils se demandent comment on peut discuter de tels problèmes quand il y a d'un côté le poids des lobbies qui veut
évacuer le problème aussi vite que possible. Et en face, le souci du public, qui est très souvent très justifié. J'aimerais... OK, Jean-Claude. Oui, la polarisation sur les problèmes généraux, oui. La polarisation sur les problèmes spécifiques, oui. Mais sur le débat que je vous ai exposé qui a lieu en France, soyons clairs. Soyons clairs. Sur les 3 manifestations qui ont montré une certaine contestation, la contestation, elle ne portait pas sur un sujet spécifique ou en général. La contestation portait sur on ne veut pas que le débat public se tienne parce que l'on veut que vous arrêtiez le nucléaire partout dans le monde et en France en particulier. C'était ça. Jean-Claude, the question was if you have a certain issue where there are Bien large... sûr, mais si vous avez un problème dans lequel il y a des intérêts très puissants, les lobbies par exemple, comme le seuil de relargage dans l'environnement, qui a une énorme importance économique, avec un poids économique. Comment est-ce qu'on peut faire pour, dans une discussion controversée, comment est-ce qu'on peut faire l'équilibre entre, d'un côté, des citoyens qui sont très inquiets et de l'autre côté, une industrie qui pèse lourd et aimerait que cette question soit réglée aussi vite que possible. Peut-être qu'Aurélien pourrait nous donner une rapide réponse sur le sujet, quelques minutes avant notre pause déjeuner. Just to say that, first of all, I would say that most. Oui, j'aimerais dire d'abord que la plupart des problèmes que nous abordons en ce qui concerne la gestion des déchets ont des impacts économiques très importants sur l'activité. Par exemple, la solution de gestion des déchets de haute activité a un énorme impact sur les producteurs de déchets. Chaque décision a un impact. Et chaque décision, je pense, dans chaque champ, a ses lobbies. Nous avons un lobby, c'est un fait accepté dans la discussion publique, dans le débat public. Nous avons toujours des lobbies. C'est quelque chose qu'il faut prendre en charge et il faut faire avec et l'accepter parce que ça fait partie de la discussion. En ce qui concerne les déchets à basse activité et les niveaux, eh bien sûr, nous avons les producteurs de déchets en France qui sont très pour un niveau en dessous duquel ils recyclent leurs déchets à basse activité. Et en face, nous avons les citoyens qui sont inquiets sur le sujet. Moi, mon sentiment, si j'ignore le problème mentionné par Jean-Claude, et dont j'ai pris bien note et que nous discuterons, et si je mets cela de côté, je pense, et c'est mon sentiment, que nous avons eu l'opportunité d'avoir une longue discussion fructueuse qui a commencé lorsqu'on a apporté nos propositions sur la table des débats, basées sur nos documents. Voici un problème, c'est un sujet qu'on va discuter. Il y a eu un débat et après le débat, nous avons discuté davantage. Après le débat, on a dit en 2020, en février 2020. D'accord. Les souhaits du gouvernement est d'aller de l'avant, mais avec des conditions et des clarifications à mettre par écrit sur les questions de contrôle, de responsabilité. Nous parlons maintenant de comment faire les choses. Nous avons eu après ce débat public, nous avons eu un meeting public pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire. On a proposé plusieurs choses, plusieurs propositions. Ce que je dis, c'est que les choses ne sont pas parfaites, mais si on a le temps et si on prend le temps, alors on peut trouver des solutions. Et le temps, on essaye de le prendre sur un sujet pareil. Ça fait plus d'un an et demi qu'on discute de cette question.